Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, au fond, nous concerne tous. Le rôle absolument vital de la nutrition et de l'hydratation pour nos aînés. C'est bien sûr une question de santé, mais c'est aussi et surtout une question de qualité de vie. On pourrait se dire que manger et boire, c'est simple, c'est la base. Alors, pourquoi est-ce que ça peut devenir un véritable défi au quotidien avec le temps? Eh bien, la réponse est loin d'être simple. Elle se trouve au carrefour de la biologie, de la psychologie et même de nos relations sociales. C'est ce qu'on va explorer ensemble. Pour commencer, il faut comprendre ce qui se passe dans le corps. C'est la première étape. Pour trouver des solutions qui marchent, il faut d'abord se pencher sur les changements physiologiques tout à fait naturels qui viennent avec l'âge. C'est vraiment la base de tout. Alors, tout part de nos sens. Imaginez un peu, les aliments qu'on a toujours aimés perdent soudain de leur saveur ou alors tout semble amer. C'est exactement ce qui arrive quand les papilles gustatives sont moins nombreuses. Si on ajoute à ça une bouche sèche qui donne un goût un peu métallique et des difficultés à mâcher à cause de prothèses qui ne sont plus adaptées ou de muscles qui fatiguent vite, eh bien manger qui devrait être un plaisir, ça devient un vrai parcours du combattant. Et ce n'est pas tout. À l'intérieur aussi, les choses changent. Toute la machine digestive se met à ralentir. L'estomac, par exemple, peine un peu plus à absorber des nutriments essentiels comme le fer ou la vitamine B12. La digestion est plus lente, ce qui peut causer cette sensation de lourdeur vraiment désagréable après le repas. Sans parler des ballonnements ou de la constipation, le corps a tout simplement plus de mal à suivre le rythme. Et c'est là qu'on entre dans un engrenage, un vrai cercle vicieux. L'inconfort après avoir mangé pousse à manger moins, pour éviter d'avoir mal. Logique. Sauf que cette restriction, elle prive le corps de ce dont il a besoin et, en plus, elle affaiblit encore plus le système digestif. Du coup, le problème de départ ne fait que s'aggraver. C'est une spirale dont il est vraiment difficile de s'extraire. Mais attention, le corps n'explique pas tout. Loin de là. L'aspect purement physique, ce n'est qu'une pièce du puzzle. Pour avoir une vue d'ensemble, il faut aussi regarder du côté de l'esprit, des émotions, de tout l'environnement social. Tout ça influence énormément le rapport à la nourriture. En fait, l'acte de manger, ce n'est jamais juste une question de biologie. C'est une expérience bien plus complexe. Il y a le corps, bien sûr, mais il y a aussi notre état psychologique, notre situation sociale et même nos habitudes, nos traditions culturelles. Ces 4 dimensions sont totalement inséparables. Il suffit d'y penser une seconde. Des émotions fortes comme la solitude ou la tristesse, ça peut littéralement couper l'appétit. On peut alors observer un refus de s'alimenter, mais ce n'est pas par manque de faim. C'est en réalité le symptôme d'un mal-être bien plus profond. Le repas devient en quelque sorte le miroir de l'état d'esprit. Quand une personne âgée doit manger seule, elle se désintéresse souvent complètement de la nourriture. Cette phrase, elle résume tout. Elle montre à quel point le lien social est essentiel. Manger, c'est un acte de partage. L'isolement, eh bien, ça lui enlève tout son sens et tout son plaisir. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons d'être des services de portage de repas. Oui, on apporte un plat, mais on apporte surtout un contact humain. Et puis, il y a les obstacles très concrets de la vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on peut bien manger quand le budget est serré ? Comment on fait ses courses quand on a du mal à se déplacer, ou comment cuisiner en sécurité quand le corps ne coopère plus. Ce sont de vraies barrières qui peuvent rendre l'accès à une alimentation saine presque impossible. Bon, maintenant qu'on a un peu mieux compris les pourquoi, passons au comment. Comment est-ce qu'on peut gérer ces difficultés, concrètement, au quotidien? C'est ce qu'on va voir maintenant avec des stratégies très pratiques. Alors, l'un des problèmes les plus fréquents, et qui peut être dangereux, c'est la dysphagie. C'est le terme médical pour dire qu'on a du mal à avaler. Et ça demande une attention toute particulière et des techniques bien spécifiques pour que la personne puisse manger en sécurité tout en ayant les nutriments dont elle a besoin. Ce qu'on voit ici, c'est que pour beaucoup de difficultés, de simples ajustements peuvent avoir un impact énorme. Prenons la dysphagie. Le simple fait de commencer par les aliments solides et de jouer sur les températures, ça peut suffire à stimuler le réflexe de déglutition. Ce sont des petits gestes, mais des gestes réfléchis qui changent absolument tout en termes de confort et de sécurité. Et là, attention, c'est un point absolument crucial. Les signes de la déshydratation peuvent très facilement être confondus avec des symptômes de démence. Une agitation, une confusion qui apparaît d'un coup. Le premier réflexe, ça ne devrait pas être de penser au pire. Non, le premier réflexe, ça devrait être de se demander s'il y a un manque d'eau. C'est tout bête, mais reconnaître ces signes, ça peut littéralement changer la donne. Parce qu'au final, le but, ce n'est pas juste de gérer des problèmes, non. Il s'agit de redonner de la dignité, du plaisir et de l'autonomie à l'acte de manger. C'est une approche qui vise le mieux-être, qui rend la personne actrice de sa vie. Cette approche, elle repose sur quelques grands principes qui, mis bout à bout, peuvent complètement transformer l'heure du repas. Il ne s'agit pas de cocher des cases, il s'agit de créer une expérience positive, stimuler les sens, encourager les choix, favoriser le mouvement, et surtout, ne jamais oublier que le lien social, c'est peut-être le plus important de tous les nutriments. Pour les personnes qui ont besoin d'aide pour manger, ce moment doit redevenir ce qu'il est, une occasion de se connecter. Ce n'est pas une tâche mécanique qu'on exécute le plus vite possible. Non, il faut prendre le temps de s'asseoir à la même hauteur, de parler, d'écouter.
C'est comme ça qu'on préserve l'humanité de ce moment de partage. Finalement, tout peut se résumer à cette question. Est-ce qu'on prend soin de la personne ou est-ce qu'on se contente de gérer ses symptômes? C'est une réflexion qui nous invite à changer de perspective. Elle nous rappelle que les vrais soins, c'est de se concentrer sur la qualité de vie dans sa globalité. Parce que la nutrition, au fond, ce n'est pas qu'une histoire de calories, c'est une histoire de vie.